Direction le nord, comme pour remonter le fil de l'histoire. Il y a plusieurs siècles, la mer recouvrait ces étendues. Aujourd'hui, ce sont des pâturages où, entre dunes et marais, les animaux domestiques s'ébattent en semi-liberté, vivant en symbiose avec leur environnement. Bien loin des feedlots ou parcs d'engraissement intensif, on appelle cela l'élevage extensif. Là, on arrive déjà sur des zones intéressantes. Parce qu'on voit des moutons, ça doit être des blackface, c'est un mouton à tête noire écossais. On a des dunes, donc là j'ai la mer. Et là on a un lac, et il paraît qu'autour de ce lac, il y a toute une réserve naturelle. On y élève une race de cheval très primitive. Et ça m'intéresse. Moi j'adore aller à la chasse aux grenouilles. Alors ça, elles sont belles. Et ici elles ont une teinte rousse et noire. Ah, celle-là elle est géniale. Elle est comme peinte. Hein? Grenouille écossaise à l'œil d'or. Ah, et voilà la volée de vanneaux. C'est des échassiers qui vont fréquenter comme ça les prairies. C'est un oiseau qui a été très chassé, migrateur. Et on disait même qui n'a pas mangé de vanneaux n'a pas mangé de bons morceaux. Donc on mangeait les vanneaux. Et les moutons au milieu, comme si de rien n'était. Comme si l'homme n'était pas passé par là, alors qu'il ne serait pas là si l'homme ne les avait pas amenés sur ces îles, puisque le mouton, c'est bien un mammifère méditerranéen, le mouflon, qui vit encore dans des montagnes très rocheuses et qui se retrouve ici, après quelques millénaires de domestication, sur des zones humides pour lesquelles il n'était pas du tout fait à la base. On l'a adapté, on l'a sélectionné pour qu'il supporte cette humidité, ces embruns, cette salinité. C'est vraiment étonnant. C'est une aventure humaine, civilisationnelle, la domestication. À quelques kilomètres m'attend une réserve naturelle un peu particulière. Ici, au milieu des marais, vit une poignée de chevaux primitifs, les coniques. Ces derniers sont les descendants directs des chevaux sauvages qui vivaient autrefois en Eurasie, leurs ancêtres les tarpans. Ils sont suivis par Richard, le directeur de la réserve, un amoureux de cet espace naturel majuscule, qui, avec son équipe, lutte pour sa préservation. La plupart du temps, ce sont des oiseaux ordinaires. Il y a quelques couples de mouettes rieuses. Mais là, je suis très content car nous venons d'avoir un couple de mouettes pygmées. C'est génial. C'est le premier couple. Ah, le tout premier? Le tout premier. On a découvert qu'elle s'était reproduite en Écosse. Et nous sommes tous très enthousiastes. Ça, c'est ce qu'on appelle les scorpions d'eau. C'est une punaise aquatique et ça c'est vraiment synonyme que le cours d'eau est en bonne santé. Et ça possède un rostre assez puissant qui liquéfie sa proie et qu'elle boit littéralement. Donc il ne vaut mieux pas se faire piquer. Elle a compris que je ne lui voulais pas de mal. Putain, ça c'est un très beau. Oh, magnifique. Ah là là, it's beautiful. Ils émergent de la végétation. Il y en a qui sont couchés, j'ai l'impression. Ah oui, ils sont couchés. J'ai lu que les chevaux se reposaient environ 7 heures par jour. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est toujours aux aguets. En fait, sa principale défense, c'est la fuite. On voit que les poulains sont beaucoup plus clairs que les adultes. Apparemment, les chevaux sauvages qui ont disparu d'Eurasie et du monde entier, qu'on appelait les tarpans, avaient les mêmes colorations. Ils ont hérité de cet ancêtre sauvage disparu. C'est la raie de mulet. C'est une raie plus foncée sur le dos, mais aussi des zébrures aux pattes et la crinière bicolore. Si nous disons qu'ils sont semblables au cheval sauvage qui était présent ici il y a 10 000 ans, alors toutes les races domestiques, les poneys Fell, les poneys Highland, les poneys Exmoor, sont tous descendus de chevaux qui ressemblaient beaucoup à ceux-ci. Certaines races ont disparu, d'autres ne sont pas aussi nombreuses qu'autrefois. Mais pour beaucoup de gens ici, les chevaux ont encore une place très spéciale. Ici, l'homme semble s'être effacé. La réserve est un lieu magique où nombre d'espèces cohabitent. Une impression d'harmonie s'en dégage. Et la course de l'eau y ajoute sa poésie.
la vache des Highlands. Beaucoup de gens prennent une trace de vache pour des yaks. On parle parfois de convergence évolutive, c'est-à-dire deux animaux qui ne sont pas très étroitement apparentés, le yak étant une autre espèce que la vache. On va avoir pourtant une similitude morphologique, ça c'est dû à une adaptation parallèle. Les deux bovins ont eu besoin d'un gros manteau pour se protéger du froid, du vent et de la neige. Donc ils vont se ressembler physiquement, même si en fait la vache et le yak sont deux espèces bien différentes. Bien coiffée celle-là. Hein. Ça fait quasiment une frange. Voilà, je suis au cœur des Highlands. Je suis vraiment content parce que je vais devoir traverser le Loch Ness pour continuer mon voyage vers les îles Shetland, tout au nord de l'Écosse. Et pour ça, il va me falloir naviguer sur le Loch Ness. C'est un vieux rêve et c'est Stuart qui m'attend pour me faire découvrir aussi la faune sous-marine du lac. Tac. Hey Stuart. Beau temps, n'est-ce pas? Oui, très beau. Je t'en prie. C'est dangereux de naviguer sur le Loch Ness? Ça peut être mouvementé comme en mer, à certains moments. Ça me rassure pas vraiment, mais... Ok. On n'a plus qu'à se préparer, on peut y aller. On est libre. Ouais, on est libre. Long de 36 km, le Loch Ness, plus grand lac d'Écosse en volume, doit surtout sa célébrité à sa profondeur, de près de 240 mètres, laissant planer bien des mystères quant à la faune qui l'habite. On y trouve aussi bien des espèces marines que d'eau douce, migratrices ou sédentaires, et tout un peuple veillant au respect de ses eaux, de ses berges et de la vie qui l'anime. Je vis ici depuis 22 ans. Ah vraiment? Vous êtes un peu un fils du Loch. On peut dire ça, oui. On peut voir beaucoup de choses étranges dans ce lac. On peut voir des animaux qui ne devraient pas être là normalement. Vous pouvez voir un phoque, par exemple. Il fait 40 km de longueur, avec une profondeur de 240 mètres environ. Wow. Allez. Le kit du bricoleur des mers. Waouh, le trésor! Ah, c'est génial! C'est aussi de la bonne qualité. Quand la truite férox attrape un appât, celui-là par exemple, Oh, le bestiau. tiens, tu peux voir les traces de dents de la dernière prise. Really? Une marque de dents de la truite férox. Tac, elle est venue mordre et après c'est probablement fait prendre par le trident. Et là, tu mets le plus gros, Stuart. Je suis très confiant aujourd'hui. Tu peux continuer à nous diriger vers là-bas. Comme ça? Ça marche. Bon, c'est moi qui suis à la barre, donc ça commence à être sérieux là. Oh là là, le système, regarde ça. 200 mètres de fil, c'est un vrai câble le truc. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Ça te dérange si je scrute la surface, au cas où quelque chose de plus gros se montrerait? Non, pas de problème. Stuart, est-ce que tu as déjà vu quelque chose sur le lac? Plusieurs fois, oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un mammifère, un plésiosaure? C'est possible que ça soit un plésiosaure. Ah ouais, c'est possible. Absolument. Je suis sur le Loch Ness plusieurs jours par semaine. Je suis donc souvent amené à voir quelque chose. Qu'est-ce que tu vois exactement? En général, je vois des sortes d'éclaboussures. Quand tu vois ces éclaboussures, toi qui connais bien les poissons, tu es sûr qu'il ne s'agit pas d'une truite ou d'un saumon? Non, non. Jumping, non. Reste ferme. Très ferme. Il y a quelque chose là. Oui, une truite de mer. Ouais, super. Wow. Si tu peux garder ça une seconde, le temps que je ramène ça. Oh, elle est magnifique. Donc ça, c'est la truite de mer. On peut être sûr que ce poisson est passé par la mer et il vient se reproduire en rivière. Et on voit qu'elle a cette couleur argentée, légèrement bleutée, et elle est en train de redevenir verdâtre sur le dos pour passer inaperçue dans une eau douce aussi sombre que celle du Loch Ness. Je vais lui prélever quelques écailles que j'enverrai au département responsable de la pêche. Et voilà. Maintenant, c'est l'heure du grand relâché. Regarde ça et hop. Straight droit. Bravo. Excellent. Merci. Et qu'est-ce que tu vas faire avec les écailles que tu as prélevées? Je vais les envoyer au département de la pêche locale pour qu'elles soient analysées. Les résultats montreront ce que le poisson a mangé, s'il a été en mer ou pas et depuis combien de temps il vit dans l'eau douce. Alors, voyons ce qu'on peut observer.
Ok. Merci Stuart. Au revoir, merci. Bon voilà, là je suis dans les Highlands du Nord, au-delà du Loch Ness. Et je vais pouvoir aller à la recherche des races primitives qui vivent sur ces lieux. Et j'aimerais bien découvrir aussi les écosystèmes qu'on va trouver ici. Allez, on continue. Au-delà du Loch Ness, l'Écosse est plus connue pour ses plaines dénudées que pour sa forêt ancestrale, la dite forêt calédonienne. C'est bien normal, car elle est sur le point de disparaître. Pour cause, déforestation à outrance et surpâturage entraînent la disparition d'un écosystème unique, finalement beaucoup plus écossais que les Landes, dû à cet inexorable recul des massifs boisés. Un drame pour toute la biodiversité. Mais un homme se bat depuis plus de 30 ans pour y remédier. La forêt l'habite, c'est sa vie. Il s'appelle Alan Watson Featherstone, et pour l'heure, son constat est amer. Il y a 50 ans, il y avait une forêt ici. Branches mortes, encore des souches d'arbres ici. C'est un paysage dévasté, un écosystème ravagé. Et les gens pensent que c'est naturel, que c'est magnifique. L'Office du tourisme écossais promeut une Écosse magnifique, de grandes étendues, sans aucun arbre. Il reste très peu de forêts et beaucoup trop d'animaux de pâturage, surtout des cerfs et lafs. C'est ce qu'on appelle le surpâturage. Là, c'est hallucinant. On cherche un seul petit arbre, il n'y en a pas un. Par contre, des crottes de cerf partout. Celles-ci sont un peu plus fraîches. Quand elles sont fraîches, elles sont noires et brillantes. Celles-là sont légèrement sèches. Ce qui est en train de se produire, c'est qu'il n'y a plus de prédateurs par notre faute. Plus de loups, plus d'ours ou de lynx. Ils ont disparu d'Écosse. Donc le nombre de cerfs a augmenté. La forêt a rétréci. En gros, le cerf mange son propre habitat depuis 200 ans. Comment on sait qu'il s'agit d'un cerf élaphe? La taille du crâne. C'est un mâle. Il a des bois comme vous pouvez le voir. Tous les ans, leur bois tombe, puis repousse. Cet animal est mort ici. Il y a le reste du squelette là où nous avons trouvé ce crâne. Est-ce que vous pensez que la mort de ce cerf est liée au fait qu'il n'y a plus assez de nourriture pour eux? Il y a de grandes chances, oui. Les dents ne sont pas tellement usées. Si ce crâne était vieux, les dents seraient beaucoup plus usées. Et quels sont ces petits insectes-là qui me harcèlent? Ça, ce sont les moucherons des Highlands. Ah, des moucherons. Pour moi, ils sont une conséquence de notre écosystème ravagé. Ah, vraiment? Oui, parce que quand vous troublez et que vous endommagez un écosystème, certains éléments de cet écosystème disparaissent. Et ceux restants sont opportunistes et capables de se multiplier et de se propager. Alors l'écosystème... Oui, je vois, à cause de tous ces insectes, je commence à haïr ma propre espèce. Si vous me dites que l'homme est responsable de ça et de la surpopulation des cerfs... À force de vouloir maîtriser et manipuler la nature, elle finit par nous échapper et par se retourner contre nous. Un jour, hélas, si Alan n'est pas entendu, ces forêts primitives ne seront plus qu'un lointain souvenir. Là, pour moi, c'est un peu l'observation suprême. Après avoir traversé comme ça des landes de désolation, qui sont bien caractéristiques des Highlands. Et là, je suis face à une espèce typique du Grand Nord, c'est le plongeon arctique. Hop, c'est brun. C'est un oiseau au corps complètement fuselé, la tête de dragon, au bec en forme d'aiguille. Il est très délicat, noir, avec un damier blanc sur le dos et une tête gris-souris veloutée, extraordinaire. Les densités sont extrêmement faibles. Je crois qu'il n'y a que quelques dizaines de couples qui nichent ici en Écosse. On ne va pas les déranger plus longtemps.